Alors, bienvenue dans le cadre de cette CIMEC, qui est une semaine internationale qui concerne la création et la musique électroacoustique. Dans cette CIMEC, il y a pas mal d'activités, donc des conférences avec des chercheurs invités. Il y a ce que j'ai appelé des Fab Labs, qui sont des sortes d'ateliers créatifs. Il peut y avoir aussi des technologies associées, ou que ce soit par exemple les comédiens, parce que dans un conservatoire comme celui-là, un conservatoire de région, donc quelque chose d'important dans la hiérarchie des conservatoires au niveau du ministère de la Culture, il y a trois départements, un département danse, un département théâtre et un département musique. Et dans cette CIMEC, on essaye justement de s'interroger sur le lien entre la danse, la musique, les nouvelles technologies, le théâtre. Et donc, lors de ces rencontres pédagogiques qu'on a intitulées Fab Lab, ce sont des terrains d'expérimentation. Voilà, je ne sais pas forcément toujours où on va, mais on expérimente. Un peu comme dans les écoles d'ingénieurs où parfois on se réunit et on teste des choses. C'est un petit peu cette idée-là. Il y a aussi des concerts. Hier, il y avait par exemple un concert avec le département jazz. Ce soir, il y a un concert lié à une création électroacoustique en octophonie. Alors, octophonie, ça veut dire quoi, à votre avis, octophonie? Octo. Oui, très bien. 8. Quadriphonie, c'est 4. Stéréo, bien sûr, on a l'habitude. Le stéréo, ça vous permet d'avoir une écoute frontale. Quadriphonie, ça permet déjà de faire circuler le son avant-arrière, puisqu'on met deux enceintes à l'arrière. 8 sur le même plan, c'est une octophonie. On pourrait toujours être dans un système surround. Alors là, c'est pas tout à fait sur le même plan, mais elles sont là, elles ne sont pas tout à fait même mises en octophonie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 à l'arrière. Donc ça sert à faire voyager le son. Si on parle d'un 5.1.4, à votre avis, combien d'enceintes? Ou 5.1.2 par exemple? Vous savez, le système surround 5.1, il y a combien d'enceintes? C'est pas trop ça? C'est 5.1. C'est ça. En fait, c'est un système maintenant qui, parfois, les personnes ont ça dans leur salon. C'est un système qui est distribué comme ça, en fait. Une à gauche, une au centre pour la voix, déjà un peu dans la configuration cinéma, une ici à droite, à l'arrière, arrière gauche et arrière droite, et un caisson, le 1, c'est un caisson de grave, qu'on met un petit peu où on veut. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, une grosse caisse. Si on frappe sur une grosse caisse, contrairement à un bois, on va avoir du mal à situer d'où vient le son. Donc, vous êtes très très compétent dans les questions physiques ou de signal, peut-être. On appelle ça la directionnalité du son, la façon dont les harmoniques, le spectre, se diffusent dans l'espace. Une grosse caisse, c'est très très large. Vous voyez, et donc, vous mettez le caisson à un endroit à un autre, c'est pas forcément ce qui est plus. Par contre, un bois, quand il joue, ça va être assez directionnel, une trompette, les trompettistes, c'est plus directionnel, ça va projeter plus à l'avant. Donc, si je dis 5.1.2, en fait, à ces 6 sources, ces 6 sources mono, je vais rajouter 2 sources. Et 2 sources qui sont généralement en l'air. Si c'est un point 4, ben, il va y avoir avant et arrière. Pour faire quoi, à votre avis? Quelle est la différence entre un système où tout est à l'horizontale et l'autre où on mettrait des enceintes en l'air? Quelle serait la différence? Allons-y, on est là pour vous faire des idées sur. Moi j'adore. Pardon? Sur la dispersion du signal. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la dispersion du signal, justement? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Donc, en effet, tu as l'axe des X, l'axe des Y, tu vois, un point cartésien, et tu rajoutes une dimension, en fait, qui serait à la hauteur. Donc,
Donc ça permet de faire voyager le son. Alors, sachez simplement, on rappelle que si vous avez une écoute, ce qu'on appelle binaurale, c'est-à-dire au casque, c'est assez incroyable, parce que pourquoi le son il peut voyager comment? Vous voyez, c'est ça, je vois le geste un peu. En 360, en fait, tout autour de votre tête, on peut simuler un son qui va bouger dans tous les sens autour de votre tête, voyager. Alors, pour imiter un petit peu ce type de son, il faudrait avoir en effet des enceintes qui soient sur un autre plan. Là, elles sont sur un autre plan, mais il faudrait équilibrer entre les enceintes du bas. Alors, on appelle ça on va dire du son 3D, du son immersif. Il y a plusieurs types de vocabulaire, parfois c'est pas très clair. Et dès lors qu'on parle un peu avec ce type de terme, aujourd'hui on est très facilement dans cette façon de spatialiser le son. Auparavant, non, déjà qu'on avait des enceintes arrière, c'était déjà un peu miraculeux. Et puis voilà, ça c'est devenu une nouvelle dimension. Alors, l'objectif, on en a parlé avec votre professeur, je crois que les êtes comme étudiants et étudiants, attention là. L'objectif, c'est de vous présenter c'est notamment vous présenter un logiciel un petit peu particulier, qui est un logiciel assez incroyable, qui a été créé dans les années 1980 par un type assez extraordinaire qui a été engagé dans un endroit assez magique, qui n'est pas très loin d'ici, et qui s'appelle l'IRCAM. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'IRCAM? Alors, vous êtes pas loin, hein, vous êtes à 1 heure de l'IRCAM. L'IRCAM, il y a le centre Pompidou à Paris, et sur la droite, il y a une petite fontaine, et c'est en sous-sol. Qu'est-ce que c'est que cet IRCAM? C'est un institut qui va réunir en fait des scientifiques et des artistes, et notamment des musiciens au départ. Alors vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui est l'idée de faire ça? C'est un type qui s'appelle Pierre Boulez, à la fin des années 1969, qui s'est dit, moi, je suis déjà un créateur, un compositeur, j'ai envie de créer des œuvres nouvelles. Mais est-ce qu'on peut créer des choses nouvelles avec, j'allais dire, des structures anciennes? Et il s'est dit non. Et il va créer, c'est unique au monde en fait, il va créer 2 structures qui vont apparaître comme les meilleures au monde dans leur domaine. On peut parler un peu comme ça, j'ai horreur de dire les meilleurs. Bon, en tout cas en termes de moyens, c'est clair, et peut-être aussi en termes d'intelligence et de concentration, en tout cas, à certains moments, des personnages illustres. Ça va être un ensemble qui va s'appeler l'ensemble intercontemporain. On est dans les années 1970, qui va devenir, on va dire, le ou un des meilleurs ensembles au monde spécialisés dans la musique de notre temps, savante, hein, c'est une pratique savante, donc avec beaucoup, et on a besoin beaucoup d'étudier, ce sont des écritures, des vélocités, c'est extrêmement difficile, enfin, par exemple en cas de composition, je pourrais vous en parler. Donc ça, c'est une partie, et l'IRCAM, qui est cet institut de recherche, avec aussi la part artistique. Alors, à votre avis, les sciences à l'IRCAM, ça va être représenté par qui? Quel type de discipline va être représenté à l'IRCAM? Ça peut peut-être vous intéresser, justement, ce type de carrière. Les physiciens. Il va y avoir des physiciens, qu'est-ce qu'elle dit ça? Oui, très bien. Il va y avoir des physiciens très importants. Musique, sciences, on va continuer ou s'occuper un petit peu d'étudier la question du son, et notamment l'aspect physique du son. Oui. Donc une partie très liée à la physique du son, l'acoustique on appelle ça, hein, vous savez, puis la descente. Alors après. Exactement, des informaticiens. On a besoin, là, à l'IRCAM, vraiment d'informaticiens, et ça va être une pierre angulaire de l'IRCAM. Sans informatique, pour Boulez, il n'y aurait pas eu de renouveau de la musique. Donc ça va être une partie très très importante de la production ircamienne. Autre chose?
Ah oui, alors il y a un staff qui va bien sûr devoir gérer toute la partie, comme tu dis, électrique. Alors ça rentre pas forcément dans un secteur recherche directement, mais oui, pour faire tourner les premiers ordinateurs, par exemple dans les années 80, c'est dans 10 ans, avec une première pièce qui va s'appeler Répond, et ce sera un ordinateur incroyable, qui va s'appeler Latatrix, qui fait pratiquement la moitié de cette salle. Aujourd'hui, on peut faire des programmes, on peut les faire justement, on va voir avec le Max MSP, on peut faire tourner ça avec un petit portable. Il fallait toute une équipe d'électriciens, une équipe d'ingénieurs, ça c'était clair, pas des grands-choses, bien sûr. Oui, alors, il y a, pour la musique, il y a la question, par exemple, des sciences cognitives. Ça, ce sont les sciences de la perception. Donc, ça peut être un poste important. Vous voyez la différence entre la physique du son, des choses, en lien aussi avec l'aspect mathématique, bien sûr. La perception, c'est complètement autre chose. Parfois, on oublie ça. Même les musiciens l'oublient, parfois aussi les scientifiques, on fait des choses un peu extraordinaires, mais on oublie que nous, on n'entend pas forcément ce que le physicien voit apparaître, par exemple, à l'écran. L'oreille est limitée. Les sciences cognitives, alors les secteurs mathématiques, bien sûr, la recherche en mathématiques de haut niveau. Il peut y avoir plusieurs types de recherche mathématique, on y reviendra peut-être. Voilà, je pense que tu as des choses à rajouter, je crois qu'on a fait, globalement on a fait un petit peu de tout. Après, là on est au début de l'IRCAM, il va y avoir toutes les questions d'interaction, donc de reconnaissance gestuelle, enfin tous ces aspects liés aux notions d'interaction en fait, et de reconnaissance de gestes. Par exemple, ça c'est maintenant aussi un département à l'IRCAM avec les spécialistes dans le. Voilà, donc dans cet institut, vous avez toute votre place. On vient d'entendre que quoi, à votre avis, là, on parle de quelle activité? Quel type d'activité? Informaticien, si vous êtes informaticien. On y fait quoi, on a dit? On a fait les créations et de la quoi? De la recherche. De la recherche. Donc vous pourriez dépendre du secteur recherche, ou alors, il y a d'autres types de métiers, par exemple les RIM, ce sont des assistants qui sont très forts en informatique et qui vont aider dans des productions qui sont incroyables. Hein. Il faut voir les productions de l'IRCAM, c'est le centre un des centres qui a le plus de moyens au monde, qui reste encore, et quand ça a été créé, c'était comme ça aussi. Ça peut être voilà, une cinquantaine de haut-parleurs, des micros partout, un orchestre, du traitement en temps réel, des projections lumineuses, des lasers, enfin voilà, c'est ce qu'il y a probablement, c'est l'institut qui est le plus puissant dans ce domaine-là, en termes en tout cas de force de frappe scientifique, et après il s'associe pour les productions, soit à l'État contemporain, soit à la défense. Bon, ça peut être, donc on appelle ça les RI, des sortes d'assistants en informatique. Pas seul. Réalisateur d'informatique. C'est ça, réalisateur, merci pour le terme exact. Je rappelle que dans ce type de structure, on peut y rentrer, je crois que c'est à peu près niveau Master 2, il y a toujours la possibilité, voilà, moi j'ai fait ça mais dans la partie plus musicologique, d'y rentrer, une fois qu'on a fait une partie de ces études, toujours une possibilité de le faire. Et les personnes qui y rentrent, ce sont des personnes qui, ok, ils sont forts en informatique, mais ils peuvent être sélectionnés sur dossier, vous voyez. C'est quand même. Et du coup, si vous êtes intéressé un petit peu, par exemple, à autre chose que l'informatique pure, ça peut compter. Ça peut compter, oui. Par exemple, moi qui n'ai vraiment aucun intérêt avec la musique, oui. je n'ai même pas le sens du rythme ou quoi, est-ce que j'ai quand même un intérêt à travailler en recherche de la musique ou vous mieux éviter de trouver un autre domaine? Non, alors. Professeur, vous allez répondre peut-être mieux que moi, mais je crois que tout est ouvert. C'est ce qui est extraordinaire. La notion de collaboration, c'est pas justement le fait de remplacer l'autre, c'est le fait de respecter l'autre dans sa différence et dans sa compétence. J'ajouterais qu'il y a différents types de musique. Donc il y a la musique qui est avec des partitions derrière qui peuvent être très métriques, avec
dis le rythme, etc. Mais tu as toute la partie son aussi, qui n'est pas forcément basée sur une compréhension de l'émotion. Il faut quand même avoir une certaine appétence pour la musique, j'imagine, pour perdurer dans un... Je veux pas trop, je sais pas ce que ça veut dire, parce que l'appétence, elle se cultive, tu vois, elle la connaître. Je connaissais un prof de philo qui était devenu prof de philo à l'âge de 42 ans. Bon, c'est difficile, je trouve, d'avoir. Si c'est pour te juger maintenant, parce que tu n'as pas forcément, tu vois, de contact avec la musique, peut-être que là, oui, il va y avoir un décalage. Maintenant, si c'est quelque chose qui peut, en effet, t'intéresser, qui peut peut-être t'ouvrir à ça, et rapidement. En effet, voir comment tu te situerais, soit dans le secteur de la recherche, parce qu'il y a des secteurs quand même qui peuvent être très très théoriques aussi. Hein. C'est pas, il y a des secteurs appliqués, mais il y a aussi, il peut y avoir une recherche plus théorique. J'ajouterais sur un domaine connexe qui n'est pas directement la musique. Ce que vous allez voir là, c'est le même genre de procédé que vous utilisez dans les jeux vidéo aussi. Et donc, ce genre de programmation, c'est similaire. Alors, je crois qu'on a 1h30, enfin moins, avec ma présentation. Vous me dites si ça vous convient, parce que aborder Max MSP, c'est jitter comme ça en 1h30, c'est bien sûr impossible. C'est un programme qui permet. C'est une programmation en fait à multiples niveaux. D'abord, elle est visuelle. C'est une programmation modulaire par module fonctionnel et qui est visuelle. Sauf qu'on va pouvoir aussi taper du code dans un certain nombre de langages, donc c'est quelque chose de très ouvert. Donc c'est à la fois un environnement qui est clairement identifié, mais lorsque vous ouvrez cet environnement, il y a une page blanche, ce qui nous intéresse, même les musiciens, c'est que c'est pas forcément, là tout n'est pas cerné d'avance. Alors, soit on commence par un petit exercice en se disant, voilà, on a une idée, et puis on essaye de la programmer, on se donne 15 minutes, bon, ça peut prendre un petit peu de temps quand même, mais voire ça peut prendre 5 minutes, et on simule ça. Soit je vous fais un petit peu l'historique directement enfin, je vous présente un peu l'environnement directement. C'est comme vous souhaitez. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne un petit exercice un peu comme vous sentez? Peut-être un petit exercice au départ, parce que je pense qu'ils n'ont pas la main de c'est ça. Alors voilà. Alors, vous voyez déjà comment ça se présente, Max. On reviendra un peu sur la question de l'historique, hein, mais en fait, ça se présente, il est fermé, là, voilà, je le ferme, donc j'ouvre l'application. Après, je reviendrai un peu plus précisément sur ce logiciel, cet environnement de programmation. Donc, on a une console qui s'affiche, je ne sais pas si vous la voyez là, ouais. Et rien d'autre, si ce n'est que ça prend de la place, et on a le driver de la carte son. J'ouvre en fait ce qu'on va appeler un patcher. Il y a tout un langage un peu lié à Max, c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, c'est une fenêtre, pardon, qui permet de réaliser notre programmation graphique. On va prendre des objets, on va les lier entre eux et on va créer notre programme. Alors nous, notre idée, nous sommes des fous furieux, on a envie d'inventer quelque chose d'incroyable, des nuages de son. Et j'ai envie de... Voilà, un nuage de son. Et j'ai envie de simuler ça en quelques secondes. Alors, je vous assure qu'il y a des compositeurs qui ont eu cette idée. Avant, à Mozart, on lui aurait coupé la tête, c'est pas possible. Après Mozart, oui, parce qu'à la fin du 19e, il y a eu la thermodynamique, et Boltzmann, il y a eu Kolmogorov avec l'alternative des probabilités, et ainsi de suite. Donc, on a introduit d'autres aspects que les mathématiques, je veux dire, plus classiques. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais justement, donc les musiciens, ils ont pu envisager ces notions de nuages, mis à part Debussy, tout ça, c'est-à-dire des notions par analogie, d'écrire poétiquement un nuage, véritablement avoir une idée d'un nuage qu'à partir des années 50-60 en fait. 1950 avant. Alors nous, voilà, on se met dans la peau de ces pionniers. Alors, on crée un nuage, qu'est-ce qu'il faut?
tu dis il faut un nuage, c'est-à-dire que c'est peut-être dans la matérialité du nuage. D'accord? Donc par analogie, un nuage est constitué de quoi? D'eau. Est-ce que c'est des grosses... Non, parce que ça ne comprend plus. Voilà, c'est ça. Donc il y a un côté quoi? Base. Des particules. Donc on est dans des choses petites, hein, des grains, des particules, en effet. Donc cette notion donc, ça va être assez important. Donc là, on est en train de juger la dimension sur laquelle on va travailler, hein, la dimension matérielle. Alors par analogie, si on parle de gouttelettes, je ne sais quoi d'autre, d'eau, par analogie, l'eau va devenir, ici on va travailler quoi, en l'occurrence? Le son, les gouttelettes de son. On peut appeler ça des grains de son, même. On peut appeler ça des grains de son. Ok, très bien. Donc on sait, là, on a compris la dimension dans laquelle on va travailler. On a compris qu'il va falloir un instrument qui nous simule très rapidement, parce que moi je suis pressé, j'ai envie de simuler, j'ai envie de savoir vite quel va être le problème du contrôle du nuage, si ça va me donner des idées. Et donc Max, ça va être très utile, cette partie, le premier étage. Max, MSP, jitter, c'est 3 étages en fait, qui s'intègrent, qui historiquement... Alors ça, ok. Ça c'est la partie réalisation. Est-ce que vous avez une idée de la façon de simuler en musique très rapidement les choses? Eh bien en fait, vous avez tout ça sur votre ordinateur. Vous avez des sons dans votre ordinateur. Vous avez déjà constaté ça en mémoire samplée. On va appeler ça General MIDI. C'est des sons qui peuvent être pilotés par nous. MIDI, qui est un protocole de communication qui va vous permettre, à partir d'un logiciel, à partir d'un synthétiseur, d'aller trouver ces sons, de les jouer, de les contrôler. Bon, ça va nous arranger. Donc on sait déjà, on est dans la partie instrumentale, hein, on vient d'avoir une idée sur la façon de réaliser. C'est comme si je venais d'avoir un orchestre, le violon, on fait la trompette. Je sais que je vais utiliser ces sons au sein. Alors maintenant, il ne reste plus que le principe de création du nuage. Qu'est-ce qui pourrait être efficace dans le nuage? Créer un nuage, à votre avis. Oui, oui. Des sons courts, des sons longs, qu'est-ce que c'est cette particule qui va... Enfin, on va mettre plein de sons ensemble, par exemple, mais comment on va décider le type de son qu'on va choisir? Oui. Alors, ça c'est la question. Est-ce que la goutte va être... Si le son est long, la goutte par analogie, elle serait quoi? Eh oui, on est dans un... Voilà, c'est une question de dimension. Alors, alors, se pose peut-être une question de perception, là, tout de suite, hein, c'est intéressant. Est-ce que la longueur d'un son au niveau macroscopique serait équivalente à se poser la question de la durée d'un son à un niveau microscopique? Une question intéressante, dont je n'ai pas forcément la réponse tout de suite, justement. Donc je vous laisse un peu... Oui? Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qu'on veut faire exactement. On veut simuler une sorte, par analogie, comme un nuage du coup de son. Le résultat, du coup, c'est quoi? C'est du son, on est dans le son, hein. On est dans le son. C'est des sons, c'est des grains, on a dit des grains de son. Des grains de son. Quand même un peu des grains d'eau. D'accord? Alors, pour contrôler, on lève la tête, on imagine le nuage. Oui, pardon. Quand on voit un nuage, il est dans l'espace. Oui. Donc il est à un endroit donné. Oui. Et comment on pourrait faire pour projeter le son à un endroit donné, pour que le son soit à un endroit donné et pas à deux endroits, c'est une question. Alors ça, c'est des questions passionnantes. On est déjà, vous voyez, ce que ça évoque, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la création d'un projet où on pense à la spatialisation, et éventuellement, d'ailleurs, si on a une contrainte, on pourrait imaginer même que le nuage prenne de la vitesse et qu'on intègre donc ce qu'on appelle l'effet Doppler. Vous connaissez tous cet effet avec la fréquence qui varie en fonction de la vitesse, cette ambulance. Donc ça, en simulant la vitesse du nuage, on pourrait même faire en sorte que les sons en soi, la fréquence des sons, soient modifiés. Mais là, on est déjà peut-être dans un après. Donc, simplement, il y a une chose. On regarde le nuage. Je vais vous poser une question. Je déplace une goutte du nuage. Est-ce que ça change quelque chose? On est d'accord. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre de contrôler le nuage? Est-ce qu'il nous faut une logique
pour contrôler les sons. On a dit, on a compris qu'est-ce qui va créer les sons. Hein. C'est les sons qui sont enregistrés, mais il nous faut une logique pour contrôler ces sons. Est-ce que c'est une logique, ce qu'on pourrait appeler déterministe, dans le sens, est-ce que chaque goutte va avoir une importance? Si je déplace une goutte par rapport à une autre, est-ce que vous voyez le nuage changer? Pas du tout. Ça, c'est incroyable. Et ça, il y a même des musiciens de ma génération, des très grands compositeurs, qui pensent que si on n'entend pas les choses changer, c'est qu'il y a une erreur. Ils n'ont toujours pas compris la révolution de Volkswagen. C'est incroyable. Et là, vous allez comprendre ce que des grands compositeurs n'ont pas compris. Changer une goutte de place, ça ne change pas la perception du nuage. La notion de statistique, du grand nombre. Notion de statistique et du grand nombre. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire comment on va contrôler ce nuage? Avec quel type de logique? Oui, allez-y, on est là pour évoquer des... Oui, c'est la logique ensembliste. Oui, si on veut. Si on veut, une question de logique ensembliste, ça pourrait. Gilles, je crois que tu as parlé de statistiques, donc ça nous évoque quoi? Le grand nombre, c'est-à-dire c'est grand nombre, c'est l'ensemble qui va être dirigé. C'est ça. Et chaque petite particule va être... Parle bien fort parce que... Ah oui, pardon. Oui. Je dis, c'est l'ensemble, c'est ce grand nombre dont je parlais, Oui. c'est le fait que chaque particule ne va être influente que dans la mesure où c'est coordonné avec la totalité des autres. Voilà. Donc en fait, c'est... Il y a un seuil en fait à partir duquel où le fait bouger une particule n'a pas d'effet. Oui. Et en dessous de ce seuil-là, il y a un effet. Exactement. Ce serait exactement comme une matrice. Hein, où normalement, on pourrait aborder ça dans Max, c'est un petit peu prévu, mais on prend le temps de bien poser les choses. Une matrice, est faite, ça permet de fabriquer une image, comme vous savez. Si on crée une sorte de coefficient de déformation progressive qui, comment dirais-je, mélange la place de chaque pixel, une image, vous voyez les coordonnées des pixels, progressivement, il y a un moment où vous allez voir une image un peu se déformer, et puis, je ne sais pas, à 50%, 60%, j'en sais rien, précisément, ça dépend d'une image, vous allez perdre la notion du référent. C'est exactement la même chose. Alors, du coup, les outils qu'on va utiliser, on a compris, c'est les outils qui sont liés à quoi? Statistique, à quoi? Essayons de trouver les termes, parce qu'il va falloir après créer notre programme. Statistique, c'est pas un mot qui est forcément... Comment? Probabilité, ça c'est intéressant. Là, je suis déjà en train de demander qu'est-ce que je vais taper dans mon logiciel pour éventuellement faire sortir quelque chose qui... Donc, comment chiffre? Des maths et des maths? Ouais, mais tu dois jouer des chiffres. Mais quelles maths? Parce que tu sais, les maths, de plus que c'est que moi en maths, c'est énorme les maths, hein, comme dirait Perelman. On va brasser les maths pour résoudre sa conjecture. Oui, pardon. La répartition, en fonction de la concentration dans... Très bien. Alors, la répartition, si on parle de statistiques, ça te fait penser à quoi en termes de programmation? Tu as déjà eu ce type d'expérience? Il y a le normal. Oui. Je sais pas, vous pouvez reformuler la question? Non, ça te fait penser à quoi cette notion de répartition? Celle qui pourrait être équivalent à la notion d'état particulier au niveau statistique, au niveau probabiliste. Une distribution. Oui, distribution, exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'est exactement ça, oui, oui. Ce sont des notions de distribution. Un bruit blanc, comment il est distribué? De quelle manière? De manière uniforme sur toutes les fréquences. Voilà, de manière équiprobable sur les trois paramètres suivants, c'est la définition d'un bruit, hein, les fréquences, les amplitudes et les phases. Dès lors qu'on utilise un bruit rose, par exemple, il y a une déclinaison avec une courbe, et on pourrait dire que ce n'est plus équiprobable.
Donc la question des probabilités, 50%, 70% de chance, machin, on pourrait contrôler, déjà on a des idées. Alors, si on prend justement une logique la plus brute possible en termes de distribution, on vient de parler d'équiprobable, qu'est-ce qu'on taperait quoi? Un hasard équiprobable, on taperait quoi dans l'informatique? En anglais, bien sûr, c'est fort en anglais. Alors on va pas... Comment? Allons-y. Allez, c'est parti. Alors maintenant, il nous reste 7 minutes pour faire la présentation. Parce que le temps qu'on a phosphoré, alors parfois il vaut prendre le temps de bien phosphorer et puis après ça va très vite, il vaut mieux prendre le temps. Eh bien c'est parti. Donc je tape, regardez, je double-clique ici et apparaît une boîte. Comment on appelle cette boîte, cher ami Antoine? On a fait toujours une boîte. Eh bien ça ne s'appelle pas une boîte, donc il nous fera le plaisir de l'appeler un objet. D'accord? C'est un objet, et dès lors que, vous voyez, cette boîte n'a aucune fonction, puisque j'ai rien introduit, dès lors qu'on va lui introduire un nom, il va avoir une fonction. C'est bien que tu te reconnais, parce qu'il est aussi scientifique, trompettiste, pianiste, danseur, compositeur et scientifique. Alors ça, c'est pas fait. Pardon? C'est vrai. C'est où, là? Bon. R, A, alors je tape, regardez, R, A, et tout de suite, j'ai une petite liste. On voit très peu. Hein. On voit très peu. Et bien justement, alors, vous voyez, ça c'est pratique dans Max. Et là, on voit très bien, sauf qu'il est disparu. Il est en champ. Il est en champ, c'est ça. J'ai peut-être un peu exagéré. Là, je me suis perdu dans la, comme dirait Gilles, dans la 9e dimension des cordes. Il faut changer, pas la quatrième. Ça va, vous voyez, ou pas? Non, c'est pas terrible, hein, on ne voit pas grand-chose. Hein. Non, mais il y a pas sensation. Si vous résumez, on ne voit pas perdre. Oui. Ça va, on ne voit rien. Je pensais qu'on... Voilà, random. Donc, du coup, maintenant, cette boîte a une fonction. D'accord? On est d'accord? Alors, je veux savoir comment ça... J'ai tapé. Alors, quand j'ai tapé, c'est très pratique, c'est un programme vraiment très bien documenté. Vous voyez, quand j'ai commencé à taper, il m'indique plein de choses. Et là, je tombe tout de suite, random, il génère des nombres aléatoires. En pratique, je dis, bah, Eureka, j'ai trouvé. Hein. Toc, je clique. Et alors, voilà, je vais faire, comme Skip Comeback avait fait en copiant une valide, je vais faire un clic droit et je fais Open. Et là, j'ai tout de suite un help. Sur chaque boîte, j'ai des help. Alors là, ça va très vite. Je déloque ici. Dès lors que je travaille dans Max, et il faut travailler avec le petit canevas ouvert, je copie, parce que... Alors voilà, je ne vous incite pas à copier hein, avec l'intelligence artificielle. Non, mais ils ne savent pas faire copier. Voilà. Oh là, là on est dans une autre dimension. Là, je vais supprimer tout ce qui est inutile. Toc, toc, enfin voilà. Et qu'est-ce qui reste, à votre avis, là? Il reste random et 40. Alors, regardez, les boîtes, elles ont, je vais vous dire, c'est assez classique, hein, vous attendez-vous avec impatience l'ère quantique. Et on va peut-être changer ça. Il y a les entrées et les sorties. Bon, on a encore une programmation séquentielle assez classique. Ici, il vous renseigne, il dit que, je vous traduis, ce serait le maximum du random, d'accord? Ici, il a besoin d'un déclenchement. Là, il va utiliser un bouton. Alors, on va voir une chose un peu particulière dans Max, ces boutons créent des bangs et déclenchent le programme. Et ici, simplement, c'est une boîte pour vérifier. Alors, qu'est-ce que le résultat? Quel est le résultat, là? Et puis, est-ce qu'on a créé notre nuage? Peut-être pas, c'est bon, hein? Peut-être pas. Alors, vous voyez, je lock ici, tac, pour toucher. Alors, qu'est-ce qui... Dites-moi ce que ça va se passer, là. Entre combien? 0 et 40. À votre avis, 0 et 40 ou... En effet, ça part de 0. 0 et 0, 0. 0, ça c'est bien, ça c'est pas mal, comme j'ai pas pensé. Non. Le nombre de... Oui, c'est ça.
Donc ce serait pas 40, si on part de 0, ce serait de 0 à, si c'est 40, combien 39, voilà, très bien. Alors je vérifie, bien sûr, hein, la preuve par 9, tac, 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 ah oui, j'ai vérifié, j'ai rien vérifié, mais bon, j'ai dit ça. Voilà, c'est ça. Ça marche. C'est comme si je tirais, et voilà. On a notre logique, notre processus qui va engendrer et contrôler l'image. Mais il ne reste plus que mettre maintenant les sons. On a dit midi, ça va être très rapide. Bon, ça il faut le savoir, on va chercher dans les boîtes ici, il y a tous les objets, ils sont là, on peut les sélectionner comme ça, ici aussi. Bon, j'y vais direct parce que je connais, mais on va utiliser un make note. C'est quelque chose qui permet de créer des sons avec la norme MIDI et d'aller chercher les sons samplés dans votre n'importe quel ordinateur. J'ai peur que ce soit trop gros, je laisse un peu. Oui. Pourquoi note? Est-ce qu'un son c'est forcément une note? Non. Alors, pourquoi note? Ça c'est une bonne question parce que Boulez lorsque ce programme a été créé, en fait il vient de l'IRCAM. Il a engagé à l'époque, ça devait être un des plus grands spécialistes, qui est Miller Pocket. Miller Pocket, qui venait du MIT, qui avait une thèse sur le traitement du signal, un type incroyable, et qui gratouillait la guitare, bien sûr. Bon, il a caché un peu Boulez, hein, il a pas parce que gratouiller la guitare pour Boulez, ça ne devait pas tellement lui faire à Boulez. Donc, à l'époque, il ne fallait pas trop dire qu'on gratouillait la guitare. Aujourd'hui, c'est un petit peu chaud. Ça, c'est une petite blague. Mais voilà, il est venu, vraiment c'était le spécialiste du domaine. Et c'est lui qui a créé, en fait, après les 10 années de naissance de l'IRCAM, ce programme pour faire une première pièce extraordinaire avec Pierre Boulez qui va s'appeler Répond, avec justement du temps réel. Et cet homme, tout ça pour dire que cet homme c'était un musicien. Pourquoi tu dis c'était? J'ai dit c'était. C'est pas musicien. Ouais. Non, mais j'ai dit. Oui, il est. Non, j'ai peut-être dit c'était. Ouais, il faut me corriger parce que. Non, mais bien sûr, il est à San Diego. Hein. Non, bien sûr, je sais bien qu'il. Alors il est reparti, hein. Il y a pas mal de gens qui vont à l'IRCAM et qui Bon, alors, donc il était musicien, donc ça explique peut-être, make note, parce que bon, bah, ça fait une note. Alors on regarde le F, alors c'est parti, tac, 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 on copie, on sait que ça, il va jouer. C'est vrai qu'il me faudrait 18 heures, on peut se faire une introduction. Alors, là vous voyez déjà dans Max qu'il y a un clavier, ça c'est assez sympa, puisqu'il y a un lien avec voilà, des environnements de programmation, enfin, c'est assez sympa pour en tout cas si on veut faire de la musique. Il y a manifestement des boîtes qui sont prévues. Donc, je vous enlève tout ça. En fait, voilà, la sortie, là, Not Out, va envoyer des informations qui est liée à votre ordinateur et au contrôle des sons MIDI. D'accord? Ces sons, eh ben, on va retrouver les 3 paramètres fondamentaux. Enfin, les 3, il y en a peut-être 5. Là, il y a 3 sont utilisés ici, qui sont la pitch, ça veut dire quoi en anglais? Oui, la hauteur, très bien, la hauteur de la son, très bien. Quand il dit d'un son, il y a toujours un son. La hauteur. Ici, velocity. À votre avis? Velocity. L'intensité, c'est ça, ce sera plutôt la nuance du son, d'accord? Donc on contrôle, c'est normal, la fréquence en physique, hein, qu'est-ce que je viens de dire? L'intensité, si vous voulez, en musique, ce serait plutôt la nuance. Et ici, duration, c'est la durée, hein, en millisecondes. D'accord? Alors attention aux échelles, parce qu'on est en MIDI. Bien sûr, il faut toujours savoir comment on fait correspondre les données. Ici en MIDI, la note que vous voyez au milieu du clavier, donc au milieu près de l'oreille, entre guillemets, dans l'ambitus de perception, c'est 60. Donc si je descends d'un demi-ton, si on est dans un monde macroscopique, c'est-à-dire tel que les vieux pianos nous l'enseignent, on sera à 69. 59. Et ainsi de suite. Okay, 60, c'est un do. C'est un do du milieu. Mais si vous voulez un quart de ton, si vous travaillez en 16e de ton, si vous travaillez dans les espaces courts, ça peut être autre chose. Ça peut être des nombres à virgule.
C'est possible même en midi de traduire ça. Bon, ça c'est une petite pirouette. Ok, ben on a tout. Hein. On a la logique, et à vous maintenant de me faire entendre cette nouvelle symphonie, votre première création. On l'intitulera comment? Il faut trouver un titre. Ben non, bah, il y a un titre. Alors c'est parti. Alors, sauf que là, attention, il manque des spaghettis, non? Pour l'entendre. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Là, on a la logique, là, on a l'instrument. Il faut les relier. Ouais, pardon. Oui. Qu'est-ce que je relierai en premier? On va faire 3 randoms, leurs 3 sorties sur route. Ah, ça c'est intéressant. Parce que si on a 3 fois le paramètre. Ça c'est intéressant. Alors voilà, tu vois, il y a des compositeurs, même des grands compositeurs, qui oublieraient ça. C'est-à-dire, oh, je veux faire un nuage, et puis ils traitent un paramètre, comme ils ont bien compris que le paramètre, par exemple, pour Jean-Sébastien, un des paramètres qui était fondamental, mais pour d'autres, à l'époque, c'était la hauteur. Ils vont se concentrer sur la hauteur et ils vont oublier certains autres paramètres. Par exemple, les nuances, c'est moins noté chez Jean-Sébastien. Donc, bien sûr, alors, si on l'applique sur la hauteur, il faut faire quoi? Il faut que je fasse quoi, là? On a dit ici, c'est la hauteur, hein, on est d'accord? Ça, c'est la sortie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà. Donc, je clique ici, je maintiens cliquer, je rentre, ou je clique. Alors, regardez, je reclique ici sur le spaghetti, je sors de la boîte du nom, c'est pareil, hein, je rentre ici, et ben voilà, c'est fait. C'est fait. Qu'est-ce qu'il veut interpréter le premier nuage, ou vous me laissez l'interpréter? Alors, je clique, c'est ça, dessus, pour entendre? Vous êtes prêts, hein, attention, hein, il y a des surprises, hein, vous avez déjà entendu un nuage de son? Ben, on y va. C'est ça. Il est un peu calme, le nuage. Il est un peu faible, je pousse un peu le son. J'ai pas envie de tuer les oreilles en plus. Bien. Et il est déjà pas mal, le nuage, non? Ça va? Sauf qu'il y a un truc, qui coince là dans notre programmation. Il faut faire une boucle. Alors, comment? Il faut faire une boucle pour essayer de cliquer à l'infini. Ah! Voilà le problème du cliquage qui est au niveau macroscopique, hein, l'inertie de la souris, le bruit de la souris, je n'en regarde pas, et un truc qui ne va pas. Là, on est dans une dimension qui ne convient pas. Et donc la puissance de l'informatique va permettre un contrôle pour atteindre une vitesse. Alors, puisqu'il est musicien, il est en pocket, qu'est-ce qui va déclencher les secousses successives qu'on va appeler les bangs dans Max, à votre avis? Un métronome. Comment? Un métronome. Et voilà. Et là, tu vois, c'était le Miller Pocket de la métro. Alors, je regarde, je double-clique, une nouvelle boîte, je commence par métro pour voir si l'intuition est bonne. Bon, maintenant, on l'a eu, et c'est marqué métro. C'est fou. Donc, un métronome devrait envoyer des bangs, c'est-à-dire déclencher, d'accord, un événement, à une certaine vitesse. En fait, là, on n'a même plus besoin je vous l'indique. Ici, on va indiquer les millisecondes. Je tape sur I, integer ou des flottes, que j'ai ici, hein, les petites boîtes, je les retrouve. Je ne vois pas. Vous voyez, vous avez les boîtes dedans, vous la sortez comme ça, si vous ne savez pas. Je la mets ici en argument, j'appelle ça un argument. Donc on sait ici c'est la vitesse en millisecondes. Il faudrait que j'aille voir sur le help, hein, mais comme on connaît maintenant, on commence à connaître le métronome. Tac, je clique sur T, le toggle qui est là. Un toggle, qu'est-ce que ça fait? J'ai envie de savoir ce que ça fait. Je vois une boîte message. Je rentre le toggle sur la droite du boîte message. Et regardez, un toggle, c'est simplement 0, 1. Ça l'allume. Bon, bah, classique, ça veut dire qu'il comprend le métro, qu'on la doit l'allumer. Et... Alors attention, là j'ai un métro, mais parce que là on peut faire un trou noir, les amis. Pourquoi? Le métro, il a quoi? Là, il peut y avoir un accident de travail. Mais vraiment, hein, ça peut vous exposer les oreilles et pas à votre fin. Alors pourquoi? Un temps zéro, donc il va y avoir un cumul d'informations et ça peut exposer la machine et les oreilles en même temps. Il faut se méfier. Par analogie, on parle, bien sûr. Pourquoi?
Alors, Pour faire la logique pour les oreilles. ouais. Bon, alors vous voulez combien? Tester un trou noir à combien? La vitesse? Alors, une seconde, c'est un milliseconde. C'est combien de millisecondes? Une seconde? 1000, exactement. Vous voulez 1000, hein, si vous avez tous défilé à Marseillaise, vous connaissez la seconde. Pourquoi la Marseillaise, elle a combien? À 120. Commencez tous à chanter. C'est ça la seconde. Attention, il y a eu différentes versions de la Marseillaise. Donc, il y a sous Giscard. Aujourd'hui, c'est 120. Donc, vous imaginez, avec les petites cornes, tac, tac, 60. Ça vous donne à peu près une idée. Bon, alors ça donne quoi? Vous voulez tester combien votre premier nuage? Une seconde? Mais là, c'est des gouttes qui vont. C'est trop long. Est-ce que c'est vraiment un nuage? On peut, hein? D'accord. Alors, on met. Donc, je mets 1000, hein, c'est ça? Moi j'exécute, hein, je suis l'exécutant. Je suis ton bras. Alors, je mets à 1000. Enfin, on pourrait rentrer direct. Hein, hop, je mets 1000. Tac. Et qu'est-ce que je fais là? Et le lien, exact. Donc hop, je prends la sortie du métronome qui envoie des bandes, sur un bouton éventuellement, mais je pourrais le rentrer directement dans le... Vous êtes prêts? Votre magnifique nuage. Ça va tomber. c'est un nuage qui va tomber là. Alors, ça fait ah non, ça fait plutôt Marseillaise ralenti. Après la bonne choucroute. Donc, il faut quand même accélérer, non? Alors, vous voulez que je teste combien? 500. 500, c'est la vitesse de Marseillaise, hein? 500, c'est... Pour toi, ça... Bon, écoute, on essaie, hein? Bon, à peu près... Alors on essaie, 10. C'est parti. Tac. Attention, parce qu'il peut se passer des fois des choses selon la machine. Je vais peut-être baisser un peu parce que je suis un peu fort. Vous me dites que je suis un peu sourd. Moi, si c'est trop fort, mais voilà, il peut des... Attention, on écoute. Je vais baisser un peu. Il y a peut-être quelque chose qu'on peut déjà améliorer, non? Ouais. On ne pourrait pas superposer les sons Alors ça, on pourrait les superposer. Il suffirait de superposer, de dupliquer, ça tu pourrais. Mais déjà, on essaie de contrôler un peu le nuage en soi. Il n'y a pas quelque chose, il est un peu brumeux le nuage. Par exemple, monter la tonalité, il faut qu'on change la tonalité. Alors comment on ferait? Ah ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu programmerais là, pour changer la tonalité? Où est-ce que tu contrôles la hauteur? Le minimum de la hauteur, il est où? La hauteur, c'est sur le deuxième, non? Non, il est là, la hauteur, ça c'est l'intensité, ça c'est la durée de chaque son. Donc qu'est-ce que ça c'est une bonne idée. Comment je pourrais faire monter le nuage, tu vois, en l'air et le faire descendre? C'est-à-dire que les sons deviennent plus aigus ou plus graves, le nuage. Alors, changer les valeurs aléatoires. Alors, changer, dis-moi, ce que je fais, est-ce que je change ici 40, ce chiffre? On peut changer les deux. On peut changer le départ et la fin. Lui, son départ est à 0. Alors on peut mettre une expression, mais il est à 0. Alors vous qui avez vécu brillamment le CM1, je ne sais plus quoi, on a appris des opérations, certaines opérations. Qu'est-ce qui nous permettrait? Il faut une petite opération là, pour faire en sorte de changer le seuil. Lui, il reste à 0 toujours. Donc si vous voulez que le seuil monte, il faudrait rajouter un seuil. Et alors, toi, tu es plutôt pour la multiplication déjà? L'addition, plutôt l'addition, hein, on reste un petit peu... Allez, on va le faire avec l'addition, ok. Ça va marcher. Ah ben dis donc, ça y est, hein, c'est parti. Hein. Alors, on va faire une addition. Alors, je double-clique, je mets un plus,
Et en effet, ça va être la base de notre seuil minimum qui va nous permettre de faire monter le nuage. Hein. Vous êtes d'accord? Bon, ça, je peux utiliser ce petit chiffre si je veux. Toc. Bon, on a compris que c'était... Bon, ça va être plus ça, mais je vais le remettre. Bon, vous voyez le résultat, mais c'est... Et là, ok. Alors, attention. Alors, remarquez quand même qu'on n'a pas fait attention que 60, c'est la note du bas. Là, on part à combien? À 0, on partait tout à l'heure. Hein. 0, là, c'est peut-être une petite erreur dans notre petit 0, c'est un clavier un peu virtuel. Hein. Ça fait vraiment un peu grave. Donc, il faut toujours faire attention quand vous programmez. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, qu'il y a une logique. Là, c'est une logique d'échelle. Donc, ça peut être une catastrophe si vous... Donc il faut toujours bien penser dans votre organisation, dans votre programmation, ce qui se passe. Donc là, on a réussi à créer le seuil qui va nous permettre, grâce à vous, qui va nous permettre de faire monter le nuage. On écoute. Nouvelle version, hein, c'est la version 2, le nuage. Bon, il est quand même un peu pâteux, le nuage. Vous ne trouvez pas? Il est un peu... Parce que, rappelez-vous, les paramètres, on a quoi? On a la fréquence, c'est la physique du son, ça c'est l'acoustique. On a la fréquence, on a l'intensité du son. Et la durée. La durée, en fait, vous la voyez à 0, sauf qu'elle a été rentrée en argument ici, directement. Et elle est à quoi, à votre avis? Et elle est à 1000. Elle est à 1 seconde. Ah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un nuage qui a les grains traînent. Je ne sais pas si ça existe l'analogie avec les... Mais peut-être qu'il faut faire... peut-être que si vous voulez un nuage... il faudrait, si vous voulez un nuage plus dynamique, plus précis, plus perceptible, il faudrait faire la durée longue et de chaque grain. On a 300. Comment? On a 300 la durée. Tu la mettras à 300? Alors, ici, on n'a pas indiqué une durée ici. Si, justement, pour reprendre la durée, pour la remettre. Ah oui, alors qu'est-ce que tu ferais? La durée, elle est là, de chaque date. Chaque moment, chaque événement, il est déterminé par 10 ici, par le chiffre du métronome, on est d'accord. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit spaghetti juste pour faire en sorte de faire correspondre chaque bande, chaque date, on peut appeler ça comme ça, à la durée de chaque événement? Alors, on reprend le 10 et on descend jusqu'à quoi? Jusqu'à la durée. Exactement, bravo. Et là, on va avoir un nuage qui s'éclaircit. Avec des pertes. Attention, 10 millisecondes, impossible à contrôler à l'instrument, hein, ce niveau d'échelle. 60 millisecondes, on est à l'extrémité. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans des choses grâce à la machine, grâce à la grâce à l'algorithmique, c'est fou, c'est un monde. Alors attention. Bon, j'espère que ça va s'éclaircir pour nous tous. Steve? Hein? Non? Ah non, Pour moi, c'est une succession de gouttes, mais c'est l'une à la suite des autres. Enfin, il n'y a pas de superposition ou pas, donc c'est dommage. Ah, c'est toujours à la superposition. Mais peut-être qu'il faut quand même critiquer l'état de la vitesse, peut-être encore. Parce que on a dit qu'il y avait une logique qui gouvernait. Bien sûr, on peut appliquer cette logique aux autres paramètres, ça on a compris aussi. Mais il n'y a pas quelque chose là déjà au niveau de la durée qui ne correspond pas avec. Est-ce qu'un nuage est comme ça? J'ai l'impression d'entendre un nuage, excusez-moi le terme, mais c'est pas négatif, un peu militaire, puisqu'on parlait des marches. Oui. Eh oui, le rythme, il se répète, il est régulier. Alors ça ne correspond pas forcément à cette idée de hasard. Alors attention, celui qui aurait réussi à faire cet exploit inouï, c'est-à-dire en un seul spaghetti, vous allez rendre le nuage chaotique au niveau des durées. Donc vous n'allez rien changer, on peut tenter l'expérience,
il faut trouver un moyen de réutiliser quelle logique? L'aléatoire, très bien, pour l'appliquer finalement à la question de la durée. Ouais. On prend la sortie du random et on le met au temps du métronome. Exactement. Bravo. Alors on va. Alors quelle sortie? Est-ce que cette sortie-là ou cette sortie-là? La deuxième, parce qu'on ne peut pas avoir 0 autour du métronome. C'est bien, tu t'es rappelé. Ouais. Peut-être c'est plus prudent pour l'instant, en tout cas. Après les boîtes, ces boîtes, regardez dans Max, on peut aller dans ici, les informations, on peut lui indiquer des tas de choses, parce que vous pouvez programmer un son de l'ordre, c'est-à-dire des programmes qui vont tourner sans Max. Et vous pouvez indiquer un minimum, un maximum, si vous voulez faire une interface utilisateur qui soit voilà, pas trop risquée, mis à part M. Ligné, spécialisé au tournoi, qui je vous signale partie dans le sud de la France. Oui, après Meudon, c'est quand même pas mal. Animé. Hop. Oui, très bien. Voilà. Alors attention, normalement, on doit atteindre un nuage chaotique. Alors je peux descendre un peu. Alors du coup, on est quand même couplé avec la vitesse. Vous voyez, un peu couplé avec ça. Par exemple ici, est-ce qu'on entend, si je descends en vitesse, est-ce que vous entendez quelque chose de très chaotique? Attendez, je vais descendre encore. Ça, c'est plus grave. Moi, je trouve pas ça forcément très c'est-à-dire pourquoi, oui, pardon. Je pense à augmenter la plage d'aléatoire. 40, c'est pas suffisant. Oui, mais si tu voulais ne pas l'utiliser, alors là on crée des relations, hein, ça devient, on crée du mécanisme dans un processus hasardeux. Donc, mais c'est pour vous montrer un peu aussi la façon d'utiliser Max. Mais si tu voulais conserver ce chiffre-là pour avoir un petit peu... Là, ce qui se passe, c'est que quand les rythmes sont très rapides, c'est des tout petits écarts en millisecondes. Et les petits écarts, là, on vient dans le domaine de la perception, on appelle ça les seuils différentiels de perception. L'oreille, à un moment donné, les écarts, elle ne les entend plus. Donc, en fait, il y aurait là peut-être une opération ou peut-être une fonction qu'on pourrait utiliser pour faire en sorte que les petits écarts, vous voyez, alors qu'est-ce que vous feriez, quoi? Du coup, des multiplications, Oui, c'est ça. Vous pourriez trouver, multiplier par je ne sais quoi, pour avoir de plus grandes différences entre les valeurs longues et les valeurs courtes. Ok? Bon, ben là, vous venez de créer votre propre... Alors, il faudrait, en effet, si on veut juste, par exemple... parce que du coup, il est quelle heure? On a encore une heure, on a un peu de temps. Mais sachez que, par exemple... Regardez ce qu'on va faire là, on va être un peu fou. Pourquoi pas, on va remettre un peu de truc de différence. Donc Antoine, qu'est-ce qu'on a créé là? Là, je vois rien. Oui, Laurent. J'ai rajouté cette boîte. Voilà, je sais pas. Ah, c'est... Toi, tu sais, toi, c'est le temps. Voilà. Alors, regardez, en fait, ce qui va se passer. Alors, c'est des sons
sons, ils sont pas forcément passionnants, on est d'accord. Hein. C'est les sons les plus bêtes qu'on puisse avoir dans un ordinateur. Mais bon, voilà, ça vous montrait un peu le prix si vous aviez des banques. Les banques de samples professionnels, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Ouais. 10 000 euros. Des très grosses bibliothèques. Là, vous en avez pour grosso modo 28 là, on a changé de quel paramètre, donc on en a parlé dans le nuage. Oui, c'est ça. Le temps. Alors, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est que le temps à votre avis? Alors ça c'est un peu compliqué. Déjà un musicien, comment il pourrait définir le temps? La caractère particulier d'un son, on a deux listes, qui est l'autre. Très bien. Le caractère particulier d'un son. La couleur. La couleur, très bien. Alors, la couleur, justement, il y a une analogie directe avec la lumière. Si vous voulez créer, justement, un nuage qui soit plus seulement du son, mais dans Max, vous pourriez le faire, qui soit un objet sonore, un OSV, comme moi je dirais, un objet sonore et visuel, on pourrait très vite associer à ce qu'on est en train de faire une matrice, et du coup, faire une analogie entre le timbre du son et la notion de timbre dans la question de la lumière. Alors attention aux analogies, parce qu'il y a une chose bizarre. Le timbre, en fait, c'est la couleur du son. Dans le son, c'est Helmholtz qui a trouvé ça, pas directement lié au son, c'était lié à la chaleur. Vous savez, quand vous jouez, par exemple, vous chantez, vous rentrez éventuellement dans une salle, il y a quelque chose qui va se mettre à vibrer. Vous ne comprenez pas. Si vous êtes en train de faire votre service militaire, vous ne comprenez pas lorsque vous traversez un pont. Pourquoi une chose peut se mettre à vibrer? Parce que dans un son complexe, avec un timbre, il y a, comme dirait après Fourier, qui a formalisé cet aspect du son, une addition de son sein. Un timbre, qu'est-ce que c'est? C'est une addition de son sein dont on définit les amplitudes, les fréquences et les phases. C'est Fourier qui l'a traduit mathématiquement. Et Helmholtz, il a trouvé ça simplement en constatant qu'avec des sortes de gongs, des je ne sais quoi, quand un son pouvait être joué, un gong pouvait résonner tout seul. Il résonne en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur du son. Ce sont des fréquences successives qui s'additionnent et qui créent une couleur. Alors une couleur, là ici on en a plein de couleurs. On a le piano, ça a une couleur particulière. On a une trompette, ça a une couleur particulière. Là, on peut le voir, c'est une autre couleur. Et là, je change la question de montagne. Pas la question de montagne, d'accord? C'est la couleur un peu du son. Et on voit bien, là, ce qui se passe, c'est qu'on a pris les 127 timbres qui étaient les percussions, tout ça, on les fait défiler. Alors attention, oui, l'analogie dans le domaine de la lumière, pourquoi il est problématique? Parce que Bernard Sauveur a souligné, par exemple, qu'un jaune monochromatique ou un jaune polychromatique, on ne fait pas la différence. Vous voyez la couleur? Il peut y avoir dans les couleurs exactement le même processus. Hein, la dimension spectrale, c'est une analyse qui peut être appliquée, transformée de Fourier à plein de processus complexes. Dans la lumière elle est faite soit du nom simple, monochromatique, soit polychromatique. La même chose. Un jaune, quand il est polychromatique, on pourrait ne pas faire la différence, il doit partir avec un jaune monochromatique. Et ça, dans le domaine du son, on ferait toujours la différence. C'est-à-dire, on ferait la différence. Monochromatique, ça veut dire quoi dans le domaine du son, à votre avis? Qu'est-ce qu'on entendrait? Le son le plus monochromatique? Un sinus, un son sinusoïdal, en effet. Alors ça s'approche un peu du son de la flûte, mais les flûtistes ne seraient pas vraiment très contents. Ou alors, attention, ils peuvent quand même. Vous savez comment vous pouvez vous approcher d'un. Parce qu'eux, ils sont flûtistes. On a notre professeur de flûte qui est là. Est-ce que vous savez comment s'approcher d'un son qui serait sinusoïdal avec Mais sinusoïdal, c'est déjà quoi? Alors sinusoïdal, c'est une courbe, voilà, tu vois, c'est un sinus, cosinus. Cosinus sont pas la même chose, mais il est inversé. C'est ça, regarde, je suis en train de dire parfait. Et vous pouvez le dessiner avec un sceptique, mais tu vois, c'est non simple comme ça. Un diapason? Un diapason, oui, mais après la frappe. Oui, un diapason, c'est après la frappe, parce que la frappe, on peut y avoir des. À la flûte, tu n'as pas une idée. Ça voudrait dire, attention, on cherche quelque chose qui est un son très très pauvre en
spectralement, oui, c'est-à-dire, il n'y a pas une technique qui te permettrait, c'est-à-dire tout flûter, tout doux, tout mou, si tu veux. Est-ce qu'on met pas de vitesse d'air? Ouais, pas vraiment, non. Vous n'avez pas une idée? En fait, ils ont une technique qui est de jouer sur, on appelle ça les notes harmoniques. De sortir une harmonie, c'est-à-dire il va y avoir une fondamentale, et avec pour les cordes, et ainsi de suite. Et donc on va retrouver Do, Sol, Do, Mi, Sol, Si, et ainsi de suite, toutes ces fréquences qui sont multipliées par le nombre entier, 2, par 3, qui constituent le spectre. Et eux, ils ont des boîtiers spéciaux pour aller chercher juste des notes qui sont comme ça, proches d'une onde parfaite et simple, sinusoïdale. Voilà, vous savez, c'est les zones. Par contre, si vous soufflez très fort, vous allez avoir un spectre voilà, quand un petit il est parti. Si on lui demande de cuivrer, le spectre il va être très très chargé. Ça marche? Donc oui, c'était juste une petite question sur l'analogie entre donc entre un sinus et par exemple un timbre, vous faites toujours la différence en fait. Bon voilà, si vous voulez que le son bouge, on ferait quoi? J'imagine, mais peut-être qu'on va arrêter là déjà pour l'exemple. Vous voulez l'entendre bouger ou pas? Ou ça va comme ça? Vous avez compris la logique? Bouger, c'est-à-dire? Bouger dans l'espace, parce que là il est statique, il n'est pas chaotique. Ouais, pourquoi? On pourrait faire, alors là on met un contrôleur MIDI, CTL. CTL. Alors les nombres sont prévus par MIDI, il faut le savoir, c'est le contrôleur 10. Voilà, je vais utiliser les mêmes chiffres là, il n'est pas du tout vraiment aléatoire, puisque c'est un aléatoire que l'on récupère. Voyons si on entend un peu que ça là, il n'y a que sur les deux essais. Vous entendez qu'il bouge un peu? Oula, je suis trop aigu. On sent qu'il y a plus d'espace, ça bouge un peu. Donc, comment le MIDI contrôle ça? C'est juste, alors c'est un espace un peu bête là, il contrôle juste l'intensité, on appelle ça un panoramique. Ici, vous avez sur une table de mixage toujours la possibilité de mettre un son plus à droite, plus à gauche. Bon, voilà, vous êtes proche de votre premier opus, vous pouvez signer, c'est une réalisation collective, il faudrait le terminer, vous pourriez même le terminer. Ah oui. Ah oui, de finaliser, c'est un programme accessible. Je précise une chose, puisqu'on a parlé d'état probabiliste, que si vous voulez travailler sur là, on travaille sur un... D'accord, alors on a parlé du seuil, hein, on fait monter, on le fait descendre, mais on peut parler aussi ici, vous ne voyez pas les 40. Qu'est-ce que ça va changer si je change l'ambitus de variation du nuage? Parce que là, il y a 40. Donc, ça, c'est l'ambitus, d'accord? Si je mets, par exemple, 3, et qu'est-ce qu'on va entendre au niveau sonore? Un nuage qui se... Et là, on parle des fréquences, se contracte et qui rêve. Regardez les hauteurs, et imaginez qu'ils ont des échelles à chaque hauteur. Qu'est-ce que ça fait, les hauteurs? Elles sont petites. Non, elles sont moins nombreuses, oui. Elles ne sont pas plus petites en termes d'échelle, mais elles seraient moins nombreuses. C'est-à-dire qu'à la fin, on pourrait avoir une seule hauteur. 100%, on aurait ça, puis après 2 hauteurs, 3 hauteurs. Donc l'ambitus, vous voyez, donc là, on varie avec le seuil, et l'ambitus, la grosseur, et dans ces cas-là, vous illustrez, vous regardez toute la météo, tous les nuages qui existent, et vous faites une création par analogie avec tout le domaine de la météo. Et vous faites fonctionner vous pilotez comment? Une fois que vous avez créé vos états en fonction des seuils, avec une marche aléatoire. Alors une marche aléatoire, c'est simplement un aléatoire que l'on peut traduire. Une marche aléatoire, quelqu'un qui aurait énormément bu, c'est un random total, il y aurait dans tous les sens.
Mais si on réduit l'écart, et ben, vous voyez, là, imaginez que j'ai une trajectoire, je marche aléatoire, je ne sais pas où je vais, mais j'ai une trajectoire. Là, je commence un petit écart, donc je le dis à mon programme de faire un petit écart. Là, je commence à un peu voir un peu plus, et après un peu voir beaucoup plus, puis après, ça devient un aléatoire total. Donc ça permet d'intégrer une notion de trajectoire, en fait. Et dans Max, les modèles probabilistes, c'est immédiat. Vous avez plein de modèles probabilistes, parce que là, c'est un modèle probabiliste aussi, vous tirez et vous remettez dans le chapeau. Vous pouvez retomber, par exemple, sur le même nombre. Vous pouvez utiliser un urne, par exemple, où vous avez un tirage sans répétition, et ainsi de suite. Juste, on finit sur une chose, c'est que si vous voulez donc travailler différemment le nuage, c'est-à-dire avoir juste un état équiparable et ne pas avoir ça, on va utiliser des e-tables. Vous voyez, dans Max, c'est quand même assez incroyable. Ils ont e-table, vous allez comprendre tout de suite ce que c'est. Alors, e-table, c'est une table de probabilité d'apparition. En X, vous avez tout type de valeur que vous voulez donner. Ça peut être des durées, ça peut être ce que vous voulez. Et en Y, c'est les chances d'apparaître. On appelle ça les probabilités d'apparition. Vous connaissez ça. Les chances d'apparaître. Ben voilà. Là, alors, la table, je peux lui dire combien de. Vous voyez, je clique ici. Je vais dans l'inspecteur. Et je peux lui dire en X combien je veux de valeur. On va mettre peu de valeur, par exemple. Je peux mettre 10 valeurs. Comme ça, on verra les. Hop. Ok. Valeurs. Et on va pas le mettre 128, on va mettre 100 quoi, de probabilité d'apparition 100% là-dessus. Donc vous allez tout de suite comprendre. Voilà, j'ai 10 valeurs de X et qui montent jusqu'à 100%. Donc en fait, on pourrait organiser, si vous voulez avoir plus de valeurs rapides, imaginez que ce soit des durées qui sortent. Vous pourriez mettre des valeurs peut-être beaucoup plus de valeurs rapides. Vous voyez, si je fais ça par exemple. Ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qui a plus de chances de sortir et moins de chances dans votre nuage? C'est pas le gros, parce qu'il y a plus de chances. Ah, ici, là. Alors, on a dit en X, on attribue ça à n'importe quelle valeur qui peut sortir. Ça peut être des durées, ça peut être ce qu'on veut. Et en Y, ici, d'accord, ce sont les probabilités d'apparition. À gauche. Alors, la première à gauche, dans cette valeur-là, qui commence à 0, bon, ça pourrait être 10 millisecondes, après on peut faire ça comme on veut. Est-ce qu'elle a beaucoup de chances d'apparaître? Elle a énormément de chances d'apparaître, on est d'accord. Donc, ici, on parle de valeurs qui seraient, si c'est du temps, des valeurs petites. D'accord? Donc, sur les valeurs extrêmement petites, ça aurait beaucoup de chances d'apparaître. Au milieu, un trou, peu de chances. Et ici, on augmenterait parfois, le nuage ferait. Ça marche, hein? Peu de valeur médiane. Peu de valeur médiane. Bon, vous avez tout compris, vous êtes prêts pour faire une pièce. J'ai hâte d'entendre. Votre nuage. Ah oui, pardon, là oui. Ouais. Il est gratuit, il est accessible. Alors le logiciel est accessible, il est gratuit d'utilisation pendant 1 mois en enregistrant les patchs. Après, il fonctionne toujours. Vous pouvez toujours travailler là, mais vous ne pouvez plus enregistrer. Voilà. Il y a une version Pure Data qui est gratuite, qui est un peu équivalente. C'est pas tout à fait le même fonctionnement, mais c'est une Miller Package. Continue à la développer San Diego et il y a une possibilité. C'est un peu la même logique, enfin un peu beaucoup.
Alors desktop, voilà, ok. Attention au temps parce que ça reste. Une demi-heure. Ouais. C'est MSP Cheater. Donc j'avais carrément fait tout un petit historique et tout, mais quand vous avez pris du plaisir et que vous étiez super concentré sur le nuage, j'ai pris du temps. Alors, on revient. Bon, alors, j'avais prévu une partie historique, je passe dessus, sans le contexte. Ouais. Après, j'avais prévu un peu de vous montrer les caractéristiques au niveau de la programmation, mais on a pris un temps mais qui était, je pense, intéressant de... Donc là, on est parti sur Max. Alors, ce que je fais juste dans la présentation, bon, ça on a compris, on a son dévoile, tac, tac, tac. Vous voyez, je n'ai pas fait un PowerPoint, j'ai fait ça sur Max. Alors, voilà, il y a 3 étages. Max, c'est ce qu'on pourrait appeler le cerveau. C'est la programmation, c'est l'aspect logique et simplement le fait de pouvoir expérimenter. Donc ça, on a compris, vous avez vu un exemple, c'est OK. MSP, Max Signal Processing, c'est une partie qui a 10 ans après, on va dire le Max des années 80 avec Miller Pocket, à partir de l'annexe, et ainsi de suite. C'est le son lui-même. C'est-à-dire le son, on va pouvoir le créer de 2 manières, comme dans l'image, à votre avis, comment on crée un son, ou comment on crée une image. Synthèse, c'est un procédé, on peut créer par synthèse. Qu'est-ce que ça veut dire par synthèse? C'est intéressant de s'interroger sur cette définition. Et puis après, si on ne sait pas par synthèse, alors la synthèse, c'est la machine, on va se dire, elle a, je dirais, un rôle capital, dans le sens que tout va sortir, risque de sortir de la machine. Hein. Il faut penser comme ça un peu. Et si c'est pas ça, si tout ne sort pas de la machine, qu'est-ce que vous pourriez faire avec le son? L'enregistrer et le transformer comme image, d'accord? L'image vidéo, vous allez pouvoir la faire venir, l'enregistrer, la capter, pardon, excusez-moi, la capter et la transformer. Ça marche? Ok, donc ça c'est les 2 principes de... Donc là c'est MSP. Alors MSP, vous êtes 44 100 échantillons par seconde. Hein. Vous comprenez bien qu'au début Max était léger parce qu'en termes de puissance de calcul, le processeur ne suivait pas. Là on est vraiment dans 100 par 100 pour sampler un son à la hauteur d'un CD, c'est 44 100. Et aujourd'hui, on monte facilement 48 000, 96 000, 192 000 échantillons par seconde. C'est très intéressant, exactement comme la vidéo. Si vous voulez enregistrer une explosion et la ralentir, on est obligé de prendre des caméras qui enregistrent non pas à 24 images secondes, mais à plus de 5000 images secondes, et ainsi de suite. Donc la qualité d'échantillonnage, on appelle ça l'échantillonnage, doit être très très performant. Ok. On passe très vite. La partie jitter, il y a plusieurs façons, donc ça c'est important, mais ça vous allez retrouver ça dans pas mal de, je dirais, de logiciels qui traitent de l'image. Donc ça c'est pratiquement 10 ans après MSP. Jitter comment dirais-je, va introduire deux questions importantes quand on programme à un certain niveau. La question des matrices, le travail sur ce qu'on appelle les matrices, et un travail plus en OpenGL, c'est-à-dire dans un environnement qui est prévu pour la 3D. Et du coup, ce qui est important, c'est que ce n'est pas la même occupation au niveau processeur. Vous voyez, vous avez le CPU qui travaille au niveau des matrices, et le GPU avec les cartes graphiques, ainsi de suite, qui va travailler avec ce qu'on appelle l'OpenGL. Donc l'OpenGL, c'est dans tous les environnements un peu de 3D, on le retrouve. Et il y a des tas d'outils qui sont prévus pour faire en sorte d'utiliser les textures, les lumières, ainsi de suite, très, très simplement, les formes géométriques. Voilà. Ça, c'est la partie jitter. Au niveau de la programmation, vous voyez tout ce que Max intègre. C'est quand même OK, il y a la possibilité de patcher
qu'on a vu, ça c'est les différents langages, mais vous avez la possibilité d'utiliser du JavaScript, ça c'est intégré dans Max avec deux types de JavaScript. Du C, oui, du C++, ça c'est la base de Max, hein, il est écrit en C++, donc si vous voulez créer des bibliothèques, et partout dans le monde, il y a des centres de recherche qui développent des bibliothèques et tout. En Python, si vous voulez, mais ça c'est un petit peu externe, enfin il faut créer des liens entre Max et Python. Vous connaissez ça, l'intelligence artificielle, c'est plus lié à ce langage-là, voilà, l'UA. Donc, vraiment un environnement ouvert, sachant que Max communique très facilement par réseau. Tous les protocoles réseau sont intégrés à Max, donc c'est quand même assez simple à ce niveau-là. Enfin, c'est simple, après il faut l'organiser. Tac. Rapide historique, on en a parlé, on n'y revient pas, avec la requête. Qu'est-ce qu'on en fait de Max? La création sonore et visuelle en temps réel, polysensorielle, polyartistique, théâtre, danse, on va l'utiliser pour ça. La musique électroacoustique, c'est-à-dire la musique qui passe par les enceintes, on peut utiliser naturellement Max, ce sera le plus performant au monde, toujours actuellement on peut dire ça et des choses comme ça. Les installations interactives, muséales, tout ce qui fait que vous rentrez dans une pièce, le son va bouger dans l'espace, vous allez projeter des lasers, vous pourriez même contrôler des odeurs, hein, tout type de capteurs peuvent être intégrés à ce type d'environnement. C'est Max qui est probablement là aussi le mapping vidéo en temps réel, interactif, tout ce que vous voulez. Moi ça m'est arrivé sur des tours de 40 mètres d'utiliser Max avec des questions algorithmiques, c'est possible aussi, c'est même intégré maintenant un peu comme un logiciel de mapping. Bien sûr, dans le cadre de la pédagogie, vous pouvez expérimenter, simuler très facilement les régies sont très performantes qui intègrent l'automatisation des lumières et du son peuvent utiliser ça, et les productions multimédia avec tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, ça c'est des références. Bon. Ça, vous me demanderez si vous avez cliqué. Et du coup, c'est facile de couper Max avec l'éditeur ou autre chose pour faire un visuel lié à notre nuage de points. C'est hyper simple. Alors, ça c'était prévu en fait dans le deuxième patch. Je crois que j'ai fait ça ici pour vous montrer. Alors, ça c'est la même chose que votre travail, hein. Mais j'ai en effet. Moi ça m'intéresse, c'est vraiment une question que je me pose. Je ne sais pas s'il y a énormément de monde dans le domaine de la création qui s'intéresse à ça. C'est-à-dire que je considère qu'aujourd'hui s'intéresser au son lui-même, c'est pas forcément, c'est un peu réducteur. Donc en fait, je suis à penser qu'il faut créer des objets complexes qui soient liés à nos différents sens. Un deuxième aspect, c'est l'aspect visuel. Donc là, ça crée un objet complexe, un OSV, objet sonore et visuel, qui peut avoir par exemple 11 dimensions. Ces 11 dimensions peuvent répondre à la même logique, c'est ça la puissance de Max. Vous ne quittez pas l'environnement, c'est 3 environnements avec des petits câblages différents. En fait, tout ça, c'est dans le même environnement. Les matrices, vous allez voir, il y a juste ça. Ouais. On a rajouté un petit écran ici. C'est juste un petit programme qui me permet de contrôler. Alors la matrice, c'est moi qui, les colonnes, la verticale, le nombre, c'est moi qui le décide. Le nombre de matrices superposées, si je suis on appelle ça RGB, addition de couleurs, il y en a 3 plus le canal alpha, c'est moi qui le décide. Vous voyez, c'est très souple. Et à partir de ça, je prends les caractéristiques de la lumière pour essayer de créer des dimensions supplémentaires avec l'objet, et à partir de la même logique, je les distribue. Et là, je suis dans quelque chose d'inouï, d'intriqué. C'est pas la musique qui suit le son, c'est pas le son, mais je compose un objet complexe. Il pourrait être associé aux odeurs, on devrait travailler comme ça aujourd'hui. Bon, on est toujours un peu dans les séparations, on devrait être dans des lieux d'intrication formelle avec cette conception. Et alors là, le problème, il est le problème de la création de ces objets, c'est-à-dire que, vous voyez, ici c'est une visualisation en 2 dimensions. Ici, le son, il n'est pas en 2 dimensions. Donc, il faut attendre un peu quelques années encore pour qu'on ait une image qui soit plus projetée, simulée en 2 dimensions. C'est-à-dire quoi? Qui existe déjà, mais c'est plus complexe de les avoir.
les lasers, les hologrammes, et le fait de pouvoir rentrer dans des images exactement, parce que le son, vous comprenez bien, le son simulé ici ne correspond pas à une image projetée sur ces deux dimensions. Mais en tout cas, voilà, alors regardez ce que ça donne, enfin, ça marche, c'est Primordial 2. Alors voilà, moi je teste des choses. Vous voyez, un compositeur, un créateur, ça a des phases, bon, je suis aussi chercheur, ça a des phases, surtout, alors là aussi, en lien avec, je teste, je ne sais pas si ça va donner quelque chose, il faut tester les choses, et là, c'est tester un aléatoire sur un... Dites-moi si vous ressentez bien le chaos. Là, vous devrez, le chaos dans ce sens aléatoire. Toujours avec vous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Est-ce qu'on a l'habitude d'être face à ça? C'est ça qui est extraordinaire, tout le monde ne fait pas. Vous ressentez? Et vous ressentez qu'il y a quand même un lien entre l'aspect sonore et visuel dans le contrôle de... C'est pas synchronique. Non, les deux répondent à la même logique. Et donc c'est ça qui crée la notion d'OSV, c'est-à-dire de... Et du coup, alors on peut les séparer, les logiques peuvent être séparées, mais on peut aussi les cumuler dans le sens où on pourrait dire que la visualisation des pixels crée aussi un propre rythme indépendant, comme si c'était une nouvelle voie de contrapuntique aussi. Et d'un autre côté, ça crée aussi un seul objet, on voit bien, qui répond à une imprévisibilité. Alors là, il faut savoir, moi ça m'intéresse, ça me passionne si vous voulez, parce que ça c'est ce que moi j'appelle la rupture de la cause. On a déjà toujours transmis les choses en disant ça c'est en relation avec ça, ça tu fais ça à cause de ça, la relation de cause à effet. On appelle ça la pensée déterministe. Vous voyez, l'équation différentielle, c'est le propre d'une pensée déterministe. On a un temps présent, grâce au temps présent, à l'analyse du temps présent, c'est très puissant, hein, on remonte dans le passé et on va vers le futur. Ici, impossible. Hein. Et moi, j'adore me poser cette question, justement, qu'est-ce que devient l'art, qu'est-ce que devient notre sentiment quand chaque objet ici n'a pas une nécessité en soi. Donc ça pourrait être un autre événement, ça n'a plus de nécessité. Et pourtant, on peut ressentir quelque chose. Il n'y a pas de causalité. Il n'y a pas de lien de causalité. Alors. Non, mais du coup, concrètement, sur notre image de fin. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas justement envie d'avoir un truc très causal, avec une relation forte entre les points sonores et les points lumineux qu'on voudrait faire afficher? Parce que ce serait... Parce qu'on a du confort quand même en général. Donc voilà, est-ce que ça serait pas plus approprié comme ce... Alors, par rapport à la notion de l'art, on est sorti un petit peu du champ du nuage, hein, c'était juste pour accrocher. Alors, pour accrocher au nuage, ça dépend comment, je dirais que ça dépend comment on analyse ça ici. Parce que le souci, par exemple, pour moi qui suis très attiré par la notion d'imprévisibilité, localement, il y a une imprévisibilité, mais globalement, moi je sens une prévisibilité tout de même. C'est-à-dire, j'ai compris la logique qui structure cette organisation. Donc, c'est déjà une forme de réponse, c'est pas si simple que ça. Entre la perception de chaque élément, et la perception de la globée, j'ai compris la logique. Et j'ai compris ici qu'il y a une logique qui est répétée et qui ne devient pas du tout imprévisible, qui est l'utilisation du hasard. Donc si on cherche à questionner, par exemple,
la place de l'imprévisibilité et de la prévisibilité, je suis pas sûr que ça ce soit complètement imprévisible au niveau macro-formel. Déjà, une petite remarque. Bien évidemment, sur le nuage, on pourrait créer des nuages en orientant des états stochastiques, des suites de Markov, en les détachant, en les réunissant, en créant des points de convergence, bien sûr, ça pourrait être tout un dessin. Mais peut-être aussi que l'imaginaire fait qu'en partant d'une analogie, d'une expérience de pensée, comme dirait Einstein, on peut peut-être aussi déboucher sur autre chose qu'un nuage tel qu'il se présente. Donc, de quelle manière on peut réinventer une leçon topologique en dehors du nuage lui-même, ça marche comment? Ah oui. S'ils veulent chez eux. Alors, ça, je pourrais vous le laisser aussi. C'est un contrôle ici, voilà, il est là. Voilà, c'est juste ça. Donc, on envoie, vous voyez, une matrice ici. On voit rien. En fait, c'est une matrice avec, dont on définit le... Vous voyez, c'est matrice, c'est JIT.matrix. 4, c'est le nombre de couches. 3 pour avoir les 3 couleurs possibles en synthèse additive, d'accord, et le canal alpha. Donc c'est 3 matrices plus une matrice superposée. C'est grâce à ça qu'on va obtenir toutes les couleurs possibles perceptibles, enfin, selon la synthèse additive. Donc c'est pour ça qu'on met ça. Char, c'est la façon de coder en bits, c'est ça. Et puis après 10-10, c'est tout simplement, vous voyez, le nombre de colonnes verticales, horizontales. Et vous avez juste après à remplir vos... Vous voyez, les points de coordonnées, x, y, et ici, les couleurs A, R, G. C'est tout bête, hein, ça va hyper vite. Et là, vous êtes dans la construction d'un, ce que j'appellerais un OSV à X dimensions, X 11 dimensions. Et en effet, il peut y avoir des points de convergence, après, des points de séparation. Enfin, imaginez toute une stratégie, même avec des modèles que vous utilisez en informatique. Vous pourriez utiliser des modèles informatiques, mathématiques, qui pilotent ce nuage et qui deviennent un nuage extraordinairement complexe, avec tout type de modèles. C'est peut même les courses de la bourse avec des bruits browniens, si vous voulez. J'en fais. Ça va, ça? Ok. Il reste combien de temps? Très peu de temps. Qu'est-ce que alors, c'est vrai qu'on aurait pu prendre... Je vous montre une petite application que j'ai fait, par exemple, qui peut vous amuser. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, l'application a été réalisée entièrement celle que je viens de voir. Oui, on fait faire vraiment des tas de choses et ça peut tourner en standalone. Je fais des choses pédagogiques, donc des choses liées à la recherche. Là, il va y avoir, par exemple, Mathéo qui va jouer. Et il joue de la flûte, c'est un très bon flûtiste spécialiste de la flûte contemporaine, mondialement connu. Et il va se mettre sur scène et le son va être traité, spatialisé. C'est Max qui gère ça. Bon, voilà, on va faire plein de choses. La vidéo ce soir, une partie de la vidéo ce soir qui sera faite, qui était donc enregistrée, provient de programmes que j'ai réalisés sur Jita entièrement. C'est vraiment très large. J'utilise par exemple un outil complètement pédagogique où il y a par exemple 50 ateliers sur Max qui ont été programmés, ou pas du tout, c'est du Max. Vous posez des questions à la machine, il vous répond, faire plein de choses, c'est très ouvert. Et surtout vous qui êtes informaticien en plus. Oui. Il y a beaucoup de documentation en ligne, alors c'est la croix de bannière pour... Ah non, c'est vraiment un des logiciels les plus, depuis que ça a été racheté par Citing en plus. Et là, c'est passé sous la houlette Ableton en Allemagne. C'est vraiment une des forces de frappe de Max, c'est qu'il est très bien documenté. Il y a des grandes bibliothèques en plus partout dans le monde. Enfin voilà, c'est le logiciel de référence dans l'interaction temps réel. C'est vraiment un logiciel. Et très vite, vous voyez, vous pouvez vous amuser très vite. Et puis si vous voulez approfondir, vraiment c'est complètement ouvert. Jusqu'à un logiciel, pourquoi pas, ça pourrait être un sujet intéressant. Oui. Du coup, il n'y a que du low-code, on va dire, où on prend des boîtes, on les raccorde, ou alors il y a aussi un côté où on va
Ah non, tu peux coder, tu peux faire tes propres bibliothèques en C. C'est plus. Ah oui, direct. Ou alors ça crée, du coup tu crées une nouvelle bibliothèque Max. Il y a des centres de recherche qui ont fait ça. Et par exemple le spatialisateur intégré sur Max, qui est très très souple, tu vois, qui permet d'avoir 10 enceintes, 15 enceintes, de modéliser tout le déplacement de sources, il vient de l'équipe IRCAM. Et donc c'est une bibliothèque un peu extérieure à Max. Après, à l'intérieur de Max, comme on a dit, tu peux taper dans Java, voilà, il y a un petit peu d'autres types de code comme Gen, si tu veux utiliser en programmation d'échantillons dans une live. Mais bon, je ne sais pas si vous êtes. C'est un lieu ouvert, cette classe elle est ouverte, si je peux me permettre. Et puis avec votre professeur, j'ai une chance immense, c'est qu'on communique, on fait en sorte de voir un peu quel type de lien on pourrait avoir aussi avec l'université. En tout cas, vous êtes les bienvenus, ça a été un plaisir pour moi de communiquer avec vous. Et n'hésitez pas, je peux laisser mes coordonnées, vous pouvez venir ici aussi, il y a des studios en bas qui sont vraiment bien équipés aussi en orthophonie. Au niveau, voilà, il y a une classe aussi qui est ouverte. Et puis bon, je pense qu'il y a des choses aussi qui vont se profiler, peut-être des liens, voilà. En tout cas, en attendant, vous êtes les bienvenus. Peut-être que voilà, je m'appelle De Gerando, s2gerando@gmail.com, ou peut-être que votre professeur peut les coordonner. Si vous avez envie de discuter, et puis si vous avez des questions, vous pouvez le relais sans problème. Ça va? Je vous remercie à vous. Je vous remercie à votre professeur. Merci.